Bonjour, aujourd'hui on doit commencer un autre cours sur l'écho-Doppler. Donc notre sommaire, en gros, on doit traiter introduction, l'effet Doppler, les différents modes Doppler, l'analyse des signaux Doppler, l'optimisation et réglage en Doppler. Donc, introduction, l'effet Doppler, les différents modes Doppler de base, mode Doppler continu, Doppler pulsé, ce qui concerne l'analyse du signal Doppler, signal auditif, courbe spectrale, analyse spectrale de D, Doppler mode couleur, Doppler mode d'énergie, Doppler mode CVE. L'optimisation et réglage en Doppler doit traiter le choix de la sonde, l'angle de tir, choix de la gamme de vitesse, choix des filtres de paroi, réglage des gains, réglage de la taille de la fenêtre couleur, réglage de la taille de la porte Doppler. Les principaux indices de mesure, index de résistance de Porcelet, index de pulsatile de Gosling, taux de montée systolique. Maintenant, on commence notre cours par l'introduction suivante. Donc, l'application médicale de l'effet Doppler, découvert en 1843 par Johann Christian Doppler, n'est apparu qu'au dans les années 1960. Depuis quelques années, les progrès techniques ont conduit à l'association du Doppler pulsé avec l'imagerie échographique bidimensionnelle, puis à l'apparition du Doppler couleur et du Doppler puissance. Ces nouvelles technologies étant maintenant disponibles sur les échographes, il devient nécessaire de bien les connaître avant de pouvoir les utiliser de façon optimale. Elles nous permettent à présent l'étude non invasive des vaisseaux superficiels et profonds. Une bonne connaissance sémiologique, mais également des pièges et artefacts, ainsi que des réglages de l'appareillage est indispensable pour ne pas faire de diagnostic erroné. Donc, cette introduction veut dire que l'utilisation du Doppler, il sert à quoi? À l'étude non invasive des vaisseaux superficiels et profonds. Ça veut dire comme une angiographie non invasif par l'utilisation des ultrasons. Donc, on doit étudier la morphologie du vaisseau ainsi que le mode de circulation sanguine à l'intérieur du vaisseau. C'est ça le rôle de Doppler en échographie. Et il y a plusieurs méthodes de ce Doppler. Il y a le Doppler pulsé, le Doppler couleur et le Doppler puissance. Donc, ces Doppler-là, ça permet de quoi? Ou bien se manifeste par leur présentation sur l'image, soit sous forme de graphique, dans le cas du Doppler pulsé, soit sous forme d'une image en couleur. Il permet de nous montrer les veines et les artères par des couleurs bien définies, ainsi que leur sens de circulation. Et le Doppler puissance, il permet de vous donner une cartographie de l'énergie au sein du vaisseau lors de l'utilisation de l'effet Doppler. Donc on passe, maintenant on doit commencer. Qu'est-ce que l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est le décalage de fréquence d'une onde entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est un phénomène assez courant que l'on rencontre presque tous les jours sans pouvoir autant qu'on se rende compte. Donc, revenons en arrière sur les chapitres qu'on a étudiés en échographie. On a l'émission d'ondes ultrasonores pour explorer un organe. Il s'est fait par une fréquence bien déterminée. À la réflexion,
on a reçu des échos, mais avec la même fréquence que celle qu'on a émise. En ce qui concerne l'effet Doppler, on étudie quoi? On étudie les structures en mouvement. Et quelles sont les structures qui sont en mouvement à l'intérieur du corps humain? Notre domaine qu'on doit étudier, ce sont les vaisseaux et la circulation sanguine. Donc, la circulation sanguine, ou bien les globules rouges, ou bien les particules qui constituent le sang sont en mouvement. Donc, ces particules en mouvement, on doit étudier leur mouvement à l'aide des ultrasons. Lorsqu'on émet une onde ultrasonore avec une fréquence bien déterminée, après interaction avec les particules du sang, il y a naissance d'un écho qui doit revenir vers la sonde. Et cet écho-là, normalement, il doit avoir une fréquence différente de la fréquence d'émission. Donc, ce qu'on appelle FR, fréquence de réception. Donc, fréquence de réception, elle est différente de la fréquence d'émission. Donc, ce décalage de fréquence, c'est celui qu'on appelle l'effet Doppler. Et cet effet Doppler-là, il vient de quoi? Du changement de la distance entre l'émetteur qui est la sonde et l'objet en mouvement qui est la particule sanguine. Et donc, cette distance, soit elle augmente en fonction du temps, soit elle diminue. Donc, cet effet de changement de distance, ça entraîne un changement de fréquence. Et ce changement de fréquence, c'est celui qui permet d'étudier la circulation sanguine. Et donc, c'est l'effet Doppler dans le cas de la médecine. Un exemple d'application, on pourra expliquer grâce à cet effet pourquoi la sirène d'une ambulance paraît plus aiguë lorsqu'on s'approche d'un observateur. Lorsqu'il s'approche d'un observateur, et plus grave s'il s'éloigne de lui de la même façon. On pourra expliquer par un autre exemple, une voiture qui passe près de nous à un son très d'envoi aigu, et lorsqu'il s'éloigne, la hauteur du son semble décroître. Prenons par exemple, vous êtes debout sur le chemin ou bien dans une route bien définie. Une ambulance, vous entendez son sirène. Lorsqu'il est très loin, vous entendez un son bien déterminé. Par contre, lorsque l'ambulance passe devant vous, vous écoutez une autre tonalité du son. Et donc ça veut dire qu'il y a une variation de la fréquence du son lorsqu'il s'éloigne. Il y a une variation puis une autre fréquence lorsqu'il s'approche. Ce décalage de fréquence, c'est celui qui permet de caractériser la vitesse de cette ambulance et par l'effet Doppler. Voilà un autre exemple qui permet de expliquer ça. Donc la modification observée de fréquence d'une source sonore lorsque la source et l'observateur se déplacent l'un par rapport à l'autre. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Cette variation entraîne une variation de fréquence. Exemple, bruit de voiture ou de klaxon en mouvement. Décalage de couleur selon la vitesse des étoiles, par exemple. Prenons un exemple. Voilà une voiture en vert. Son moteur, il est mis en marche. Donc, il émet un bruit avec une fréquence FE bien déterminée. Cette voiture-là, elle est considérée comme un émetteur. Voilà, elle émet les ondes avec une fréquence FE. Et le récepteur, c'est l'oreille d'un observateur. R, c'est le récepteur. Donc ce récepteur-là, il est fixe, ainsi que la voiture, il est fixe. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur, il est fixe. Et donc, le résultat quoi? C'est la fréquence d'émission est égale à la fréquence de réception. FR est égal à FE. Lorsque l'émetteur et le récepteur sont immobiles. Prenons l'exemple lorsque l'émetteur et le récepteur s'approchent.
on voit quoi? On voit que la fréquence d'émission du moteur elle est différente de la fréquence de réception. Lorsqu'il s'approche, donc FR est supérieur à FE. Donc la fréquence qu'on entend est plus élevée que la fréquence qu'elle émet la voiture. Prenons un autre exemple. Si la voiture s'éloigne de la personne qui est fixe, donc la distance augmente en fonction du temps. Donc la fréquence de réception, il diminue. Ça veut dire FR sera inférieur à la fréquence d'émission lorsqu'il s'éloigne. Donc lorsque l'émetteur s'approche du récepteur, la fréquence de réception est supérieure à la fréquence d'émission. Lorsqu'il s'éloigne, la fréquence de réception elle est inférieure à la fréquence d'émission. Lorsque les deux sont fixes, ne sont pas en mouvement, donc leurs fréquences sont égaux. Et donc, ce décalage de fréquence, qui vient de quoi? Qui vient de la variation de la vitesse entre l'émetteur et le récepteur. En d'autres termes, ça veut dire que la vitesse de l'un d'entre eux en mouvement, ça entraîne un décalage de fréquence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Voilà un peu de biographie. Découverte de l'effet Doppler par Christian Doppler, qui est né en 1803 à Venise. C'est un mathématicien et un physicien autrichien célèbre pour sa découverte de l'effet Doppler. Après avoir fait ses études à l'université de Vienne, il devient professeur assistant dans cet même établissement. En 1850, il fonde l'Institut de physique de l'université de Vienne, dont il est le seul professeur et le premier directeur. Il quitte ses fonctions en 1852. Donc un peu plus tard et indépendamment, Hippolyte Fizeau découvre lui aussi ce phénomène et l'étend aux ondes lumineuses. Donc l'effet Doppler, on peut l'utiliser, ou bien c'est un phénomène qui intéresse les différents types d'ondes, soit les ondes sonores, ultrasonores, les ondes lumineuses, et pour les ondes lumineuses, on emploiera le terme de l'effet Doppler-Fizeau. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est l'effet Doppler pour les ultrasons, dont l'objectif c'est des applications médicales, ça veut dire la caractérisation de l'écoulement sanguin des vaisseaux. L'application médicale de l'effet Doppler, il n'est réalisée que vers 1960, avec les utilisations d'ondes ultrasonores. Ainsi, lorsqu'un faisceau d'ultrasons émis par une source rencontre une cible fixe, la fréquence réfléchie par cette cible est identique à la fréquence émise, car l'émetteur et le récepteur sont fixes. Quand la cible se déplace, la fréquence réfléchie est différente de la fréquence émise. Cette différence de fréquence, ça veut dire le delta F, FR moins FE, entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception, s'appelle la fréquence Doppler. Donc, la fréquence Doppler, c'est le delta F, qui est la différence entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception. Donc, le delta F est exprimé en Hertz. Il est situé dans un spectre audible. Donc, la fréquence hertzienne, ça, on peut l'entendre. Ça veut dire qu'il rentre dans la fourchette de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Ça veut dire que c'est une fréquence qu'on peut l'entendre. Ainsi, l'effet Doppler permet de déceler le mouvement des ématies dans un vaisseau. La fréquence Doppler s'exprime par la relation suivante, delta F, FR moins FE. Il est égal à quoi? Il est égal à
delta F de FE, c'est pas F0, c'est une erreur ici, FE, V, cosinus θ sur C. Donc, FE, c'est la fréquence d'émission de la sonde. FR, la fréquence de réception de la sonde. Donc, le delta, c'est la différence des deux. V, c'est la vitesse des éléments figurés dans le vaisseau. Ça veut dire c'est la vitesse des particules à l'intérieur du vaisseau. Θ, c'est l'angle entre l'axe du vaisseau et l'axe du faisceau ultrasonore. C, c'est la vitesse moyenne des ultrasons dans le corps humain. On peut prendre la valeur suivante, 1540 mètres par seconde. Donc, le fait de savoir ou bien de connaître la différence de fréquence ou bien la fréquence Doppler, et FE, F0 ou bien FE en général, ça veut dire ces variables-là sont bien connues. Donc, automatiquement, on doit déterminer la vitesse des particules à l'intérieur du vaisseau. Car on connaît le cosinus θ et le C, il est bien défini, ainsi que le delta FC de F0, il est bien défini. Donc, on peut déduire la vitesse de particules à l'intérieur des vaisseaux. La fréquence d'émission est en général comprise entre 2 et 10 MHz. Le choix de la fréquence d'émission résulte d'un compromis entre l'atténuation de l'onde ultrasonore, fonction de la fréquence et de la profondeur de l'examen, et le pouvoir de rétrodiffusion des organes qui croît avec la fréquence. On fait selon FE, puissance 4, ça veut dire loi de Rayleigh. L'angle θ est un paramètre capital. En effet, si cosinus θ est égal à 0, donc delta F égale à 0. Il est nul. Pour un angle θ égal à 90 degrés entre le vaisseau et le faisceau ultrasonore, on n'obtient aucun signal Doppler. Pour un angle de 0 degré, le faisceau ultrasonore parfaitement dans l'axe du vaisseau, l'effet Doppler est maximal. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit pour faire une image en échographie. En image en échographie, on dit qu'il faut travailler en incidence normale. Ça veut dire que l'angle θ est égal à 90 degrés. Mais si vous utilisez cet angle de 90 degrés, ça veut dire perpendiculaire à la surface, donc vous aurez le cosinus θ égal à 0. Donc delta F est nul. Et donc cette formule-là ne permet pas de déterminer la vitesse des éléments figurés des vaisseaux. Ça veut dire les émissions. Donc, il faut travailler toujours avec un θ qui est différent de 90 degrés, de telle manière d'avoir un cosinus θ différent de 0. Voilà, c'est une introduction générale sur qu'est-ce que l'effet Doppler et quel est son intérêt. Maintenant, passons aux différents modes Doppler et analyse du signal Doppler. Voilà. Le mode d'émission Doppler, ça veut dire les différentes techniques qu'on peut utiliser pour explorer un vaisseau. On a ce qu'on appelle le Doppler à émission pulsée et le Doppler à émission continue. Voilà la sonde, voilà l'axe de tir, voilà notre vaisseau en rouge. Et à l'intérieur du vaisseau, vous avez des particules qui sont en mouvement, ça veut dire les globules rouges, les globules blancs et ainsi de suite. Toutes ces particules-là sont en mouvement, donc on peut explorer leur vitesse à l'intérieur de ce vaisseau-là. Et ce cône-là, il représente quoi? Il représente la variation de vitesse sur l'axe contenant le diamètre du vaisseau. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire, ça veut dire cet axe-là. Donc la vitesse au centre, il est maximale. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la paroi, la vitesse sera nulle. Et donc, lorsqu'on a un écoulement laminaire, ça veut dire sous forme de lame, il n'est pas turbulent. Donc, l'écoulement
des particules à l'intérieur du vaisseau, ils ont une vitesse, des vitesses sous, en le profil suivant. Il est maximal au centre, il est nil à la paroi, puis entre les deux, on a des vitesses intermédiaires. Donc l'objectif du Doppler, pile-ci, c'est de déterminer la vitesse des particules figurées à l'intérieur de notre vaisseau. Voilà l'axe de tir et la zone où on fait la mesure de cette vitesse, il est matérialisé par ces deux traits. Ça veut dire qu'on travaille dans cette petite fenêtre-là. C'est ici qui nous intéresse, dans le cadre de l'émission pile-ci. Et pour l'émission pile-ci, on a un seul transducteur ici. Il joue le rôle de l'émetteur et du récepteur, car on travaille en mode pile-ci. Donc on envoie les ondes ultrasonores, puis après un certain temps, on reçoit les échos. Après interaction avec les éléments qui constituent le son, et puis on analyse ça au niveau de l'unité centrale de l'échographe. En ce qui concerne l'émission continue, voilà la sonde. L'émission continue, donc on a deux transducteurs ici. Un, il joue le rôle de l'émission, et l'autre, il joue le rôle de la réception, car on a l'émission toujours, il est continu. Donc l'émission, il est continu, donc la réception, il est continu. Donc voilà les deux grands modes d'émission Doppler, continu et pulsé. Pour pulsé, on travaille seulement un seul élément qui joue le rôle de l'émission-réception. Par contre, ici, il faut avoir à l'intérieur de la sonde deux éléments. L'un il est réservé pour l'émission et l'autre pour la réception. Voilà, toujours Doppler continu versus Doppler pulsé. On a notre vaisseau. Voilà les particules qui circulent à l'intérieur du vaisseau. On a le mode pulsé ici et le mode continu. Pour le mode pulsé, on envoie une impulsion avec une fréquence FE. En bleu, c'est l'émission. Voilà ici, c'est en vert, c'est la réception. Les échos reçus après interaction de ces impulsions-là avec les particules qui se trouvent à l'intérieur du vaisseau. Donc, après l'analyse, ou bien lorsqu'on fait la différence entre l'émission et la réception, car l'émission, on a la fréquence F, à la réception, vous avez la fréquence F plus delta F. Lorsque vous faites la différence, vous aurez quoi? Vous aurez ce qu'on appelle la fréquence Doppler, c'est le delta F. Voilà, les 6 pics-là, elles représentent le delta F en mode de pulsé. Lorsqu'on utilise le mode continu, voilà, l'émission, il est continu avec une fréquence F. La réception en vert, il est continu, mais avec une fréquence F plus delta F. Lorsqu'on fait la différence entre FR moins FE, donc on aura quoi? Le delta F qui est la fréquence Doppler, mais il est continu. Donc, pour analyser ce signal-là, donc vous voyez ici, dans la tête de ce transducteur, de cette sonde-là, vous aurez quoi? Vous aurez cette partie-là en rouge, c'est pour la réception là, l'autre pour l'émission. Donc un transducteur pour l'émission et un transducteur pour la réception. Par contre, en mode pulsé, il y a seulement un seul transducteur. Il joue le rôle de l'émission et de la réception. Car le temps, il y a un temps, car l'émission et la réception se fait dans un temps qui n'est pas le même. Voilà l'émission dans un temps T1 et la réception dans un autre temps. C'est pour cela qu'il faut utiliser seulement un seul transducteur qui joue le rôle de l'émission et réception. Maintenant, commençons à étudier le Doppler continu. Il utilise une émission continue d'ultrasons avec une sonde à deux cristaux.
l'un émetteur et l'autre récepteur. Il a l'inconvénient majeur, il n'y a pas de repérage en profondeur possible. La variation de fréquence des vaisseaux incidents résulte de la sommation de tous les vaisseaux rencontrés sur le trajet des vaisseaux ultrasonores. Ainsi, deux structures voisines peuvent être échantillonnées ensemble et ne peuvent donc être distinguées. Il y a donc ce qu'on appelle ambiguïté en profondeur. En revanche, il donne l'avantage de ne pas limiter la vitesse mesurable. Il n'y a pas d'ambiguïté en vitesse. De plus, le Doppler continu est très sensible pour détecter les flux longs. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que pour le Doppler continu, parmi ses inconvénients, lorsqu'on a des vaisseaux qui interceptent le faisceau ultrasonore, on n'arrive pas à distinguer ces deux vaisseaux-là. Donc, il y a un problème de résolution spatiale, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté en profondeur. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des vaisseaux, mais on peut dire qu'il y a seulement un écoulement sanguin. Car toutes les ondes réfléchies soit par le vaisseau 1 et le vaisseau 2 sont analysées, mais ils n'arrivent pas à distinguer ces deux vaisseaux. C'est ça parmi les inconvénients du Doppler continu. Voilà le Doppler continu. Donc on a voilà notre vaisseau, voilà les particules qui sont en mouvement avec une vitesse v, l'axe de tir, voilà les cristaux d'émission et de réception, l'émission et la réception. L'émission, ça se fait avec une fréquence f, la réception se fait avec une fréquence f0 plus delta f, fr égale f0 plus delta f, donc fr moins fe égale à delta f. Émission f0, voilà, il est continu. La réception f0 plus delta f, la différence entre les deux, ce qui s'appelle le signal Doppler, c'est le delta f qui est continu. Et vous avez toujours, on utilise un angle θ qui est différent de 90 degrés. Car si on fait 90 degrés, on ne peut pas recevoir ce signal Doppler. Car le cosinus θ est égal à 0 lorsque θ est égal à 90 degrés. Ici, c'est un schéma d'appareillage Doppler. On a ici un vaisseau, on a ici la pôle, on fait un gel, voilà notre sonde. Il a deux cristaux, l'émission-réception. Notre vaisseau, les particules en mouvement. Il y a un angle θ qu'on fait entre l'axe de tir et l'axe des vaisseaux. Donc, il y a un oscillateur qui travaille de 2 à 8 MHz. Donc, on a l'émission et la réception après détection. Donc, lorsqu'on fait après la détection, on peut entendre la fréquence Doppler, car on a dit que la fréquence Doppler, il est audible. Ça rentre dans la fourchette audible. Ça veut dire entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, on peut l'entendre. Le fait d'intercepter un vaisseau, ou bien des particules en mouvement, on peut entendre dans le haut-parleur de l'échographe un son qui indique qu'il y a un mouvement de quelque chose à l'intérieur de la région examinée. Ou bien, on peut afficher ce signal Doppler par un enregistreur et on peut l'analyser sous forme de graphique ou bien même sous forme des images en couleur, ce qu'on appelle le Doppler couleur. Maintenant, passons à ce qu'on appelle le Doppler pulsé. Doppler pulsé, il est constitué d'une sonde qui alternativement émet un faisceau ultrasonore et reçoit le faisceau réfléchi. Comme vous avez déjà vu ici. Donc, il émet des pulses, pulse 1, puis un certain temps là où il n'y a aucune émission, mais dans ce temps-là, on reçoit l'écho.
puis on émet une autre impulsion, puis on attend un certain temps, et donc au cours de ce temps-là, on reçoit une autre impulsion, un autre écho, et ainsi de suite. Donc celui-là, tout ça, ça s'appelle le Doppler pulsé. Donc le délai entre deux impulsions détermine la fréquence de répétition, PRF. Pulse Repetition Frequency. Donc la PRF, il est égal à C sur 2D. C, c'est la vitesse des ultrasons. D, c'est la profondeur du vaisseau. Donc la PRF détermine la profondeur des champs d'exploration. Ça veut dire, si un vaisseau il est superficiel ou bien il est profond, on peut l'étudier. Donc il suffit de jouer sur la PRF. Donc la PRF détermine la profondeur des champs d'exploration, car il faut attendre le retour de tous les échos avant d'émettre une nouvelle impulsion. On émet une impulsion, puis on attend un certain temps pour recevoir les échos après l'interaction de la première impulsion avec les structures en mouvement. Puis on envoie une deuxième impulsion, ainsi de suite. Donc, il y a une période entre, ou bien un temps entre deux émissions, et l'inverse de ce temps-là, ça permet de déterminer ce qu'on appelle la fréquence d'émission des impulsions qui s'appelle la PRF. Donc le fait de changer la PRF, donc automatiquement, vous pouvez jouer sur à quelle profondeur vous allez étudier. Soit ça veut dire en surface, ou bien en profondeur. Voilà un exemple pour voir tout ça. Le vaisseau, voilà notre sonde. Il y a seulement un seul transducteur ici. Ça permet un seul cristal qui joue le rôle de l'émission et de la réception. On envoie des impulsions. Voilà la première impulsion. On attend un certain temps. On envoie une autre impulsion. Mais entre la première impulsion et la deuxième impulsion, on reçoit écho. Une écho. Car cette impulsion, lorsqu'il interagit avec les structures avec les particules à l'intérieur du vaisseau, donc on reçoit une écho avec une fréquence F0 plus delta F. Puis on envoie une autre impulsion et ainsi de suite. Lorsqu'on fait la différence, on a le signal Doppler sous forme de ces pics-là. Donc c'est un schéma d'un Doppler pulsé, l'émission spectrale du signal F0 est discontinue et inversement proportionnelle à la profondeur. Le nombre de signaux émis par seconde est appelé la PRF. Donc la PRF, c'est la fréquence d'émission de ce signaux-là. Ça veut dire sélection d'émission. Plus la PRF augmente, plus ces pics-là, l'impulsion 1 et l'impulsion 2 s'approchent. Plus la PRF elle est faible, donc plus on a la distance entre ces deux impulsions sera très importante. Et comment ça se fait le Doppler pulsé? Ce Doppler pulsé, voilà la sonde, l'axe de tir le vaisseau. On fait toujours la mesure sur un petit volume sur l'axe de tir et sur le vaisseau à émission pulsée. Donc voilà notre vaisseau ici, il est en noir. Voilà la ligne de tir. Le volume de mesure il est matérialisé par ces deux traits jaunes. Le résultat de tout ça, après l'analyse des signaux Doppler, voilà les pics qui permettent de mesurer la vitesse de l'écoulement de ce petit volume-là, sous forme de pics. Et pourquoi on a ce type de pic-là? Comme vous savez, dans les battements cardiaques, le sang ne circule pas de manière à une vitesse fixe, mais on a ce qu'on appelle la systole et la diastole. Donc, automatiquement, vous aurez des vitesses maximales, puis des vitesses minimales, max, min, et ainsi de suite. C'est pour cela, comme le CG, vous aurez la vitesse de circulation et ce type de pic. Voilà, exemple de signal de Doppler. Donc le résultat final à l'affichage, c'est celui-là. Ici, c'est une image échographique simple qui permet de
bien positionner l'axe de tir ainsi que le volume de mesure. Et lorsqu'on active le mode Doppler, donc on peut régler tout ça. Et après, on aura, après mesure, sur l'écran, le résultat suivant qui est un signal Doppler. Sur l'axe des Y, vous aurez la vitesse, c'est en centimètres par seconde. Donc la PRF, comme on a dit, c'est la fréquence d'émission des impulsions ultrasonores. La PRF détermine également la sensibilité au flux. Ça veut dire, ça veut dire le flux. Le flux, ça veut dire c'est la vitesse d'écoulement du son. On a un flux rapide lorsque la vitesse est importante, un flux ou bien une vitesse faible, vous avez un flux qui est lent. On a des flux rapides ou bien des flux lents. Ça veut dire vitesse rapide et vitesse lente. De quoi? Des particules qui circulent à l'intérieur du vaisseau. Donc la PRF détermine également la sensibilité au flux. Une PRF basse, en règle, la PRF basse est nécessaire pour explorer en profondeur et détecter les flux lents. Quand vous avez la PRF est égale à C sur 2D, donc lorsqu'on diminue la PRF, automatiquement, on doit explorer, on doit augmenter la distance. D, ça veut dire la profondeur d'exploration. Ça veut dire les vaisseaux qui se trouvent en profondeur pour les étudier. Donc, D, c'est la profondeur des vaisseaux. Donc, pour explorer les vaisseaux en profondeur, il faut diminuer la PRF. Voilà, ici, voilà notre vaisseau, le volume de mesure, l'axe de tir, voilà notre sonde. Là, au PRF, ça veut dire le PRF qui est faible. Et nous donne non spatial aliasing, ça veut dire pas de dégradation de la qualité de l'image en ce qui concerne la résolution spatiale, ça veut dire la détermination spatiale du vaisseau. Donc à l'émission, ici vous avez la réception. Voilà les pulses d'émission. Là au PRF, donc vous avez ces pulses-là sont éloignés l'un par rapport à l'autre. Et entre les deux, vous avez les échos aussi. Lorsqu'on envoie cette impulsion-là, on attend un certain temps, on reçoit l'écho 1. Puis on envoie une autre impulsion, on reçoit l'écho 2 et ainsi de suite. Donc c'est low PRF, faible PRF. Par contre, lorsque vous utilisez un PRF élevé, est nécessaire pour analyser les flux rapides. Évitons l'aliasing sur lequel nous reviendrons. On peut augmenter les PRF également si on analyse les régions superficielles. Donc, augmenter la PRF, automatiquement, vous étudiez, donc D sera faible. Ça veut dire, on étudie les vaisseaux superficiels. Entre deux impulsions, le signal réfléchi est analysé pendant une durée très courte appelée fenêtre d'écoute. Le délai entre la fin de l'impulsion et le débit de la fenêtre d'écoute P permet de déterminer la profondeur des volumes d'échantillonnage. Voilà ici le même schéma que celui qu'on a vu, mais ici la pulse 1 et la pulse 2 sont éloignés. Par contre, ici, comme vous voyez, le pulse 1 et le pulse 2 sont rapprochés. Ça veut dire height PRF. Ça veut dire le PRF il est élevé. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Lorsqu'on augmente la PRF, donc on a un risque. Donc, lorsqu'on travaille avec un PRF élevé, ça veut dire les pièces envoyées sont rapprochées dans le temps. Donc, les échos aussi, il y a un risque que l'écho aussi ne revient pas. Par exemple, on envoie l'impulsion verte, on attend un certain temps qui court, puis on envoie l'impulsion bleue. Mais l'écho de l'impulsion verte, il vient après l'impulsion bleue. Donc, le programme informatique doit indiquer que cette impulsion verte
l'écho vert qui revient, si il doit être attribué à l'impulsion bleue. C'est pas à l'impulsion verte. Normalement, que cet écho-là, il faut le recevoir ici. C'est pas ici. Et donc ça permet de vous donner ce qu'on appelle l'alisine. Ça veut dire, il ne permet pas de bien localiser le vaisseau où il se trouve. Ça veut dire à quelle profondeur. Donc, au lieu de dire que le vaisseau se trouve en réel ici, sur l'écran, ou bien sur l'image, on doit l'assimiler qu'il se trouve ici. Et c'est faux. C'est la même chose pour cette impulsion-là bleue. Normalement, il faut le recevoir entre ici, ça veut dire dans cette fourchette-là, pour l'attribuer à la pulse bleue. Mais on l'a reçu juste après la pulse violette. Donc tout ça, ça permet de modifier ce qu'on appelle la position spatiale du vaisseau sur l'écran comme résultat. Et ce qu'on appelle le spatial aliasing. Et tout ça, il vient de quoi? Il vient de un changement de fréquence d'émission, le PRF, qui est très important. Donc c'est ce qui permet de rapprocher les pulses et il ne donne pas le temps à la réception des échos entre deux impulsions. Et ça permet de dégrader le spatial aliasing. Voilà, on peut expliquer ça sur ce schéma-là. PRF et la profondeur d'exploration. Voilà ici les organes qu'on a. Ici on s'intéresse au vaisseau. On a le vaisseau 1, 2, 3. Et chacun se trouve à une distance bien déterminée. Voilà notre sonde. Ces deux schémas, ils sont séparés en deux. La partie supérieure, on travaille avec un PRF faible. Et la partie inférieure, on travaille avec un PRF élevé. Prenons la partie supérieure. Voilà les organes qui sont les vaisseaux, chacun à sa distance. Voilà le résultat. En ce qui concerne les impulsions ou bien l'émission, les impulsions c'est celle-là, émission, et la réception ou bien les échos, le résultat écho 1, écho 2, écho 3. Ça veut dire que vous avez 3 vaisseaux et donc vous aurez 3 échos. Lorsque la PRF est faible, automatiquement, ça veut dire que la distance ou bien le temps, la durée entre l'impulsion 1 qu'on a émis et l'impulsion 2 qu'on a émis, il sera élevé. Donc, il y a beaucoup de temps pour recevoir les échos concernant les vaisseaux 1, 2 et 3. Pour le vaisseau 1, vous aurez l'écho 1. Pour le vaisseau 2, vous aurez l'écho 2. Pour le vaisseau 3, vous aurez l'écho 3. Et donc, chaque écho, ça permet de vous dire que le vaisseau 1, c'est le premier, le vaisseau 2, c'est le deuxième, et le vaisseau 3, c'est le troisième. Puis, on envoie une autre impulsion, et c'est la même chose. Il répète la même chose. Par contre, lorsque la PRF est élevée, voilà, on doit avoir ce qu'on appelle l'ambiguïté spatiale. Ça veut dire qu'on ne peut pas bien déterminer où se trouvent les vaisseaux sur l'image. Voilà. Lorsque la PRF est élevée, donc la durée entre les deux impulsions sera faible, car PRF égale incerté. Donc cette durée sera raccourcie. Donc on envoie l'impulsion 1, on doit recevoir l'écho 1, on doit recevoir l'écho 2, puis on envoie une autre impulsion, et on doit recevoir quoi? On doit recevoir l'écho 1, car on a recommencé. L'écho 3 n'est pas aussi dans l'impulsion 1, car il a pris beaucoup de temps. Mais il revient. Lorsqu'on envoie l'impulsion 2, on doit recevoir l'écho 1, c'est vrai. Puis l'écho 3, pourquoi 3? Le 3, si, il vient de quoi? Il ne vient pas de l'excitation de 2, mais de l'excitation de l'impulsion 1, car il est en retard. Et donc, il doit s'intercaler entre l'écho 1 et l'écho 2. Et donc, le vaisseau 3, il doit être visualisé sur l'écran comme s'il se trouve entre le vaisseau 1 et le vaisseau 2.
Et donc voilà ce qu'on doit voir à l'écran. Le vaisseau 1, le vaisseau 3 et le vaisseau 2. Et donc c'est faux. Donc c'est un problème. Et c'est ça ce qu'on appelle l'ambiguïté spatiale. Et tout ça, il vient de quoi? Il vient d'un mauvais réglage de la PRF. Ça veut dire qu'on a choisi la PRF qui est élevée. Par contre, lorsque la PRF est faible, donc on a le temps suffisant pour recevoir toutes les échos qui viennent des vaisseaux interceptés. Le vaisseau 1 écho 1, le vaisseau 2 écho 2, le vaisseau 3 écho 3. Par contre, lorsque la PRF est élevée, on reçoit l'écho 1 et l'écho 2. Par contre, l'écho 3, il prend de retard, mais il ne doit être reçu qu'après l'impulsion 2. Et donc, car à l'impulsion 2, on doit avoir la position 1, puis l'écho 3, d'où l'impulsion 1, puis l'écho 2, et donc ça fausse le résultat. Donc, un PRF faible laisse le temps aux échos de revenir à la sonde avant une nouvelle impulsion. Cela permet une étude en profondeur districtive. Un PRF élevé ne permet pas aux échos profonds de revenir à la sonde avant une nouvelle impulsion. C'est ce qu'on dit ici. Cela entraîne une erreur de localisation spatiale. Comme vous voyez ici, c'est une erreur de localisation spatiale. Normalement, ce vaisseau-là rouge, il faut qu'il soit ici, comme on a dit ici. Donc c'est un repliement. Une structure profonde sera considérée comme superficielle. Ainsi, une PRF élevée limite la profondeur d'exploration. Donc lorsqu'on veut étudier en profondeur, il faut utiliser un PRF faible. Lorsque vous voulez utiliser le vaisseau en surface, il faut utiliser le PRF élevé. Comme on a déjà dit dans le chapitre dernier, lorsqu'on veut étudier les structures échographiques de profondeur, il faut utiliser les basses fréquences. Lorsqu'on veut étudier les zones superficielles, il faut utiliser les hautes fréquences. C'est la même chose ici. Il faut jouer sur la PRF, ça veut dire sur la fréquence d'émission des impulsions pour l'étude des vaisseaux. Donc, nous avons vu que le Doppler pulsé comprend un délai entre deux émissions de vaisseaux ultrasonores et que ce délai constitue la PRF correspondant à la fréquence d'échantillonnage, cadence de prise de vie. Or, pour connaître la fréquence des ondes sinusoïdales de delta F, l'échantillonnage doit être fait au moins à une fréquence double, c'est-à-dire le théorème de Shannon. Si la fréquence d'échantillonnage, ça veut dire la PRF, est inférieure au double de la fréquence analysée, PRF est inférieure à 2 fois le delta F, la fréquence analysée, ça veut dire la fréquence qui dit au mouvement des particules analysées, car les particules analysées, c'est elles qui permettent de donner le delta F, et la PRF, c'est elle qui est relative à l'émission. Lorsque on a cette relation-là, il existe un codage inversé des fréquences élevées et apparaît ce qu'on appelle l'alésine. Si vous avez cette condition-là, le PRF est inférieur à 2 delta F, il y a ce qu'on appelle l'alésine, ça veut dire un problème de localisation spatiale des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'alésine. Il existe donc une fréquence maximale d'échantillonnage qui correspond à la moitié de la PRF, c'est la fréquence de Nyquist. La fréquence de Nyquist, donc PRF égale 2 delta F0. Ce phénomène d'alésine se traduit en couleur par une inversion de la couleur, et on analyse spectrale par un repliement du spectre. Donc le résultat en Doppler, soit on doit y avoir des images sous forme de signaux comme ça,
Lorsqu'il y a ce qu'on appelle la lésine, ou bien l'ambiguïté spectrale, ces pics-là, ils doivent être coupés et se positionner vers le bas. Ou bien, lorsqu'on représente l'image en couleur, il y a un problème de codage en couleur. Et tout ça, lorsqu'on travaille, lorsqu'on ne respecte pas cette relation, ce qu'on appelle la fréquence dynamique, ça veut dire lorsque la PRF, qui est relative aux impulsions d'émission, est inférieure à 2 delta F, ça veut dire à la fréquence Doppler. Donc vous aurez ce qu'on appelle la lésine. Ça permet de donner ces deux problèmes, l'inversion de couleur et un repliement spectral. Donc, pour éviter tout ça, il faut respecter cette relation-là, ce qui s'appelle la fréquence de Nyquist. Voilà l'exemple qui vous montre qu'il y a un problème de réglage de la PRF. Voilà la représentation en couleur de l'effet Doppler. Donc, il y a inversion de couleur ici, car il y a apparition de la couleur n'est pas uniforme. Et l'analyse spectrale, normalement, il faut avoir des pics complets, mais ils sont copiés ici. Et cette partie-là supérieure, les pics, ils sont copiés, ils sont positionnés vers le bas, ça veut dire au-dessous de la ligne de base. Et tout ça, il vient d'un problème de la PRF qui ne correspond pas à cette formule-là. Ça veut dire, nous sommes dans cette condition-là. Ça veut dire que la PRF était inférieure à 2 fois le delta F de la fréquence Doppler. Donc, le Doppler et résolution spatiale. Donc, ici, vous avez un Doppler continu, car on a deux transducteurs ici, l'un pour l'émission et l'un pour la réception. Vous aurez deux vaisseaux. Il y a nécessité de résolution spatiale, l'interception de plusieurs vaisseaux. Lorsqu'on intercepte plusieurs vaisseaux, donc il faut chercher à les distinguer. Mais lorsqu'on travaille en mode Doppler continu, c'est un problème. Doppler et résolution spatiale. Nécessité de résolution spatiale, vitesse multiple au sein d'un même vaisseau. Vous aurez toujours votre sonde, l'axe de tir. Ici, vous aurez quoi? Vous aurez votre vaisseau. Mais les particules qui sont en mouvement à l'intérieur du vaisseau, ils ont des vitesses différentes. Au centre, vous avez la vitesse maximale et latéralement, vous avez des vitesses qui varient du maximal jusqu'au 0. Donc, l'objectif de Doppler, c'est essayer de déterminer ces différences de vitesse. C'est ce qu'on appelle une bonne résolution spatiale. Il faut essayer de les distinguer. Donc, il faut distinguer les différentes vitesses à l'intérieur d'un vaisseau. Il faut aussi essayer de distinguer les vaisseaux à l'intérieur des corps. Donc, il faut nous dire sur l'écran qu'il y a un vaisseau 1 et un vaisseau 2. Puis, il faut nous dire à l'intérieur même d'un seul vaisseau quelles sont les vitesses qu'on peut trouver à l'intérieur d'un seul vaisseau. Tout ça, ce qu'on appelle, ça rentre dans le cadre de la résolution spatiale. Ça veut dire la capacité de distinguer des structures en espace. Voilà ici l'avantage et les inconvénients du mode Doppler-Pelletier. L'avantage, les inconvénients. L'avantage, la connaissance topographique des vaisseaux. Ça veut dire on peut savoir où ils se trouvent exactement. L'identification précise des vitesses sur une image échographique. Positionnement de la fenêtre. Évaluation au centre des vaisseaux. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi ici? Elle veut dire ça. Vous aurez un vaisseau. Ça veut dire, non, c'est pas ça. On peut revenir ici pour vous montrer. Voilà. Voilà ce qu'elle veut dire. Ça veut dire, Doppler-Pelletier, ça permet de, sur une image échographique simple, classique, vous pouvez positionner l'axe de tir et
exactement le volume de mesure. Tu peux savoir exactement où vous allez faire la mesure. Donc ce résultat-là, il correspond exactement à ce qui se passe entre ces deux traits. Voilà, c'est ça là, parmi les avantages du Doppler pulsé. Par contre, ainsi, ça permet de, comme on a déjà dit, de la détermination, la connaissance topographique des signaux Doppler et l'identification précise des vaisseaux sur une image échographique. Ça veut dire qu'on peut savoir exactement où se trouve le vaisseau. Les inconvénients, difficulté à étudier les flux rapides. Donc, lorsque vous avez un vaisseau avec un écoulement très rapide, donc il y a un problème de l'ID5K. Il y a une limite supérieure de la PRF. On ne peut pas augmenter la PRF de manière très importante, donc il y a une certaine limite. Automatiquement, vous aurez donc une difficulté d'étudier les flux très rapides. Difficulté d'étude des vaisseaux profonds, car une PRF trop basse entraîne un phénomène d'aliasing qui fausse l'origine spatiale des fréquences Doppler mesurées, comme on a déjà dit ici. Donc, lorsque vous aurez des structures profondes, donc il y a un problème d'avoir d'aliasing. Donc, difficulté d'étude des vaisseaux profonds, car PRF trop basse entraîne un phénomène d'aliasing. Donc, la PRF trop élevée, ça peut donner de l'aliasing. Et la PRF trop faible, c'est pas faible, mais trop faible, ça veut dire lorsque les pics sont très éloignés, donc ça permet aussi de donner de l'aliasing. Il y a une certaine limite. Donc l'intérêt du Doppler pulsé par rapport au Doppler continu. Donc l'intérêt du Doppler pulsé par rapport au Doppler continu est de pouvoir bénéficier de la résolution spatiale et de focaliser l'examen sur un vaisseau à analyser. Ceci nécessite de coupler l'image Doppler à l'étude échographique. Ça veut dire le Doppler pulsé, parmi ses avantages, donc comme on a déjà dit, on doit faire une échographie simple de la région à examiner. On repère le vaisseau, puis on fait des mesures sur ce vaisseau-là. C'est ce qu'on appelle un couplage de l'analyse Doppler et de l'étude échographique. Ça, il s'appelle le système duplex. Le système duplex combine l'image échographique et le signal Doppler. Donc c'est un couplage de deux modes. Le mode échographique simple que vous avez déjà étudié et l'étude Doppler. Donc les fréquences d'émission sont un peu différentes pour faire l'image échographique et pour faire l'étude Doppler. La fréquence d'émission pour le Doppler étant plus basse que la fréquence de la sonde pour le mode B en échographie. Exemple 3,5 MHz pour la sonde échographique et 3 MHz pour le Doppler. Donc il y a une légère différence entre les fréquences pour faire les deux images ou bien les deux analyses, analyse image échographique et analyse Doppler. Lorsqu'on combine les deux, donc on aura ce qu'on appelle le système duplex. Voilà ce qu'on appelle le système duplex. Vous aurez l'image échographique classique que vous faites et vous aurez, après le réglage de la fenêtre de mesure, l'axe de tir sur ce vaisseau-là, vous aurez le signal Doppler qui représente les variations des vitesses des particules en mouvement à l'intérieur de ce vaisseau-là. Et puis, le logiciel permet de vous donner l'extraction des valeurs et des indices sur de ce graphique-là. Il permet de le représenter sous forme d'un tableau. Par exemple, la vitesse systolique maximale, la vitesse télédiastolique, ça veut dire cette vitesse-là, ça veut dire de la diastole, et moyenne, ainsi que des indices qu'on doit voir après. La vitesse moyenne, le volume, ça veut dire le débit, millilitres par minute, et la fréquence cardiaque et le diamètre de mesure.
Donc, on a trois études. On a l'image échographique, le signal Doppler et ici un tableau qui permet d'extraire les valeurs ou bien certains paramètres de ce signal Doppler qu'on peut résumer ici dans ce tableau. Maintenant, parmi les avantages de Doppler, il y a le mesure de vitesse et de débit. On a déjà donné la formule de Doppler. Donc la vitesse est égale à la fréquence Doppler delta F fois C, c'est la célérité, 2 c'est la fréquence d'émission, fois cosinus θ. Donc vous aurez ici l'émission et la réception. L'émission avec une fréquence F, puis la réception F plus delta F. Et vous avez le vaisseau avec les particules qui sont en mouvement avec une vitesse V. Les particules sont en mouvement avec la vitesse V. Donc l'angle θ, c'est l'angle entre l'axe d'émission-réception et l'axe de circulation. Et donc voilà, le fait de savoir la fréquence Doppler et cet angle θ, le C et la fréquence d'émission, automatiquement vous aurez la vitesse. Donc mesure de la vitesse d'écoulement du son, donc il est matérialisé par ce schéma-là. Donc volume de mesure en Doppler pulsé. Maintenant on doit travailler en Doppler pulsé. On a dit qu'en Doppler pulsé, on a le vaisseau, on a ici le profil de distribution des vitesses, il est maximal au centre, puis minimal sur la paroi, et entre les deux vous avez des vitesses intermédiaires. Voilà votre centre, l'axe de tir, et on fait notre mesure ici, entre deux ces traits-là. Ça veut dire le volume de mesure. Donc la partie qui nous intéresse ici, hein, c'est pas ici. Donc la mesure se fait ici. Donc c'est un petit volume de mesure, c'est ici. Donc dans ce petit volume de mesure, on doit faire ce qu'on appelle relever point par point du profil d'écoulement à l'intérieur de ce volume de mesure. Mesure des vitesses maximales, toujours ici. Donc parmi l'intérieur de ce petit volume-là, on doit mesurer la vitesse maximale. Systolique et diastolique et des indices. Ça veut dire qu'il y a certains indices qu'on doit parler ultérieurement. Lorsqu'on utilise large volume de mesure, comme vous voyez ici, entre ces deux traits-là, on prend tout cet axe-là, ici, d'ici jusqu'ici. C'est un large volume, par contre, ici, c'est un petit volume. Pour le large volume, l'évaluation des profils d'écoulement, ça veut dire on doit avoir le profil d'écoulement. Donc, on doit étudier les profils d'écoulement à l'intérieur des vaisseaux. C'est ça son objectif lorsqu'on utilise le large volume. Et mesure de débit à sabib, ça veut dire on doit étudier combien de millilitres par seconde de son qui circule à l'intérieur du vaisseau. Donc il faut prendre tout le diamètre du vaisseau. Par contre, lorsque vous êtes intéressé seulement à la vitesse maximale, donc il faut prendre seulement un petit volume. Toujours volume de mesure en Doppler pulsé. Voilà l'image Doppler, voilà notre vaisseau. L'axe de tir entre les deux, il y a le volume de mesure ici en jaune. Entre ces deux traits-là, c'est là on fait la mesure. Le résultat, ce sont des pics qui indiquent les différentes vitesses à l'intérieur de ce vaisseau-là. Donc, c'est simple volume, c'est ici. Hein. Ici, ce sont les caractéristiques de cet écoulement-là. On change ce petit volume-là, on augmente ce volume de mesure un petit peu. Donc, on a élargi ce petit élément de volume. Voilà, les pics, ça change, car il y a changement de différentes vitesses, car on a ici beaucoup de vitesses à l'intérieur de ce petit volume. C'est pour cela que vous aurez les pics avec une partie à l'intérieur remplie en gris. Par contre, ici, vous avez lorsque vous avez un petit élément de volume, donc vous aurez seulement des pics qui sont nets. Il n'y a pas un remplissage interne. Par contre, lorsqu'on prend le volume de mesure, il est important, donc vous aurez le signal Doppler. Ça permet de caractériser les vitesses d'écoulement à l'intérieur de ce volume de mesure. Et donc vous aurez
donc le profil de vitesse de tout l'écoulement entre ces deux éléments, entre ces deux limites. Donc vous aurez un remplissage même au-dessous de ces pics-là, en échelle de degrés. Donc comparez ces trois graphiques. Ici, petit élément de volume, moyen et grand élément de volume. Donc automatiquement, ça retentit sur... continuons. Donc la quantification toujours ici, c'est la mesure du débit. Donc vous aurez deux images, droite et gauche. Gauche et droite. Donc voilà l'image échographique, l'autre vaisseau, le volume de mesure, le résultat. Voilà ici en vert, c'est les vitesses maximales. En bleu, c'est le profil de vitesse moyenne pour ce qu'on appelle l'artère carotide commune normale. Donc c'est un artère. Lorsque vous avez un artère, donc vous avez des pics de vitesse. C'est la vitesse systolique, puis diastolique, systolique, diastolique, systolique, diastolique. Donc vous aurez ce profil de vitesse. Par contre, lorsque vous travaillez sur une veine, un exemple de veine, c'est la veine porte normale, par exemple ici, au niveau du foie. Voilà la zone de mesure. On fait ce qu'on appelle un Doppler couleur pour voir notre vaisseau. L'axe du tir, on fait ici la mesure de notre profil de vitesse, c'est le volume de mesure. Le résultat, voilà comment ça se fait, l'écoulement dans la dans la veine. Comme vous voyez ici que l'écoulement dans la veine, il est à presque une vitesse uniforme de l'ordre de 25 ou bien 30. Il n'y a pas de pic. Ici, c'est la vitesse moyenne en centimètres par seconde. Donc, le profil de vitesse, pour une veine est différent du profil de vitesse pour une artère. Et donc, l'analyse de tout ça, ça permet de déterminer, par exemple, ce qu'on appelle le débit, qu'on voit ici. Le débit, ça veut dire c'est 287,88 millilitres par minute. Donc, c'est le débit sanguin à l'intérieur de ce vaisseau-là. Et la vitesse moyenne, c'est 10,19 cm par seconde. Ou bien 19. Maintenant, on doit parler de l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, ça veut dire l'angle entre l'axe des vaisseaux et l'axe de tir. C'est l'angle θ. Quel est son rôle? Quel est son effet sur la qualité de l'image? Voilà ici un vaisseau. Donc, la fréquence Doppler et l'angle d'excitation. On a ici un vaisseau. Vous avez ici la sonde. Le premier cas de figure, lorsqu'on travaille en mode normal. Donc, l'émission-réception, vous aurez le signal Doppler. Il a un faible amplitude. Donc, il est non analysable car le cosinus θ est égal à 0. Lorsque vous travaillez avec une émission dans ce sens-là, et l'écoulement de son se trouve dans ce sens, ça veut dire on vient de l'arrière vers l'avant. Donc vous aurez le signal Doppler, il a cette forme-là. Le pic, il est inversé vers le bas. Mais l'amplitude il est important car l'angle θ il est différent de 0. Lorsque vous abordez l'émission Doppler contre courant, contre l'écoulement du son, donc vous aurez le pic Doppler aura cette forme-là. Le pic il est inversé, donc il se trouve dans le sens positif par rapport à ici qui est négatif. Donc, résultat, la direction de l'excitation, ça change
ça change le profil de d'analyse de l'écoulement sanguin. Et donc, les positions qui ne sont pas admises en Doppler, si cette position-là centrale, ça veut dire lorsqu'on l'aborde d'une manière normale, ça, car le signal sera très 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 faible. Donc on peut travailler soit dans cette position-là ou bien dans cette position-là, ça veut dire il faut que l'angle θ soit différent de cosinus θ différent de 0. Donc la direction of flow, ça veut dire la direction de l'écoulement. Ici l'écoulement, ici c'est l'insonation, donc l'angle θ. L'angle θ, il faut le choisir en général, il faut qu'il soit inférieur à 60 degrés pour avoir un signal acceptable. Lorsqu'on travaille à une position normale, donc cosinus θ est égal à 0, donc pas d'effet Doppler, donc pas de signal. Donc ici, l'angle d'incidence est en mode Doppler-Pulsi. Voilà, ici c'est un exemple pratique. On a une position presque normale, donc le signal Doppler est très faible, comme vous voyez ici. Il est perpendiculaire. La fenêtre ici de mesure, et ici l'axe de mesure. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas de mesure des indices 0, 0. C'est un problème. Donc ici, PW, ça indique Doppler Pulsi. Donc l'angle est perpendiculaire, donc le signal est faible. Ici, voilà, on aborde le signal, on aborde le vaisseau avec un angle de 64 degrés. Donc vous aurez les pics ils sont au-dessous de la ligne de base. Ici, 55 degrés, vous avez les pics au-dessus de la ligne de base. Donc la position des pics, ça change en fonction de l'angle. Et lorsque vous avez un angle qui est perpendiculaire, donc il n'est pas admissible de travailler dans ce mode-là. Et pour avoir des bons paramètres, il faut que vous travaillez avec un angle qui est inférieur à 60 degrés. Donc, mesure d'angle d'incidence. Donc, mesure erronée, vitesse circulatoire non déterminable. Lorsque vous travaillez avec un angle d'incidence qui est très important, proche de 90 degrés, donc vous aurez un calcul de vitesse circulatoire qui sera erroné. Par contre, lorsque vous travaillez avec une vitesse circulatoire inférieure à 60, 55 degrés par exemple, la mesure sera correcte. Donc la mesure circulatoire sera déterminable. Donc soit déterminable, soit non déterminable en fonction de l'angle d'incidence avec laquelle vous travaillez. Si vous approchez de 90 degrés, donc pas de mesure de vitesse circulatoire. Donc il faut que vous travaillez avec une vitesse circulatoire inférieure à 60 degrés, sinon vous aurez des erreurs de mesure de vitesse. Donc voilà ce graphique-là, ça montre le pourcentage d'erreur sur la mesure de la vitesse lorsqu'on utilise un angle d'insonation entre 0 et 90 degrés. Donc au fur et à mesure qu'on augmente l'angle d'incidence, donc le pourcentage d'erreur sur la vitesse augmente. Donc dans le cadre, in order to minimize the error, si on veut minimiser cette erreur, l'angle d'insonation supérieur à 60% ne doit pas être utilisé. Donc, il ne faut pas utiliser les grands angles d'insonation, car doit majorer l'erreur de mesure. Si on veut, par exemple, calculer la vitesse d'erreur, la vitesse de circulation avec une erreur de 10, donc il faut travailler avec un angle de 40. Ou bien, lorsque vous travaillez avec 60 degrés, donc vous aurez une erreur de mesure de 15%. De 15. Donc, le choix de l'angle, ça retentit sur la vitesse circulatoire. C'est très important.
Donc, les facteurs limitants du Doppler, limites liées à l'angle, mesure de vitesse et de débit. Nous avons vu combien un angle θ existant entre l'axe du faisceau ultrasonore et celui du vaisseau étudié est important par son cosinus. Le delta F est égal à df v cosinus θ sur c, ainsi. Si θ est égal à 90 degrés, cosinus θ est égal à 0. Le signal Doppler pulsé est nul. Si θ est égal à 0, cosinus θ est égal à 1, le signal Doppler est maximal. Il faut donc s'attacher au cours d'un examen Doppler à avoir un angle θ le plus favorable possible pour avoir une évaluation de la vitesse la plus exacte. Le tableau montre que pour que des valeurs élevées dans l'angle θ, une petite erreur de mesure de l'angle entraîne une erreur relative très élevée sur le calcul de vitesse. Quand on a des variations de la valeur du cosinus θ, la marge d'erreur maximale acceptable pour le calcul de vitesse est obtenue avec un angle entre θ de 30 degrés maximum. Donc pratiquement, il faut travailler avec un angle de 30 maximum, 30 degrés, pour avoir une erreur qui est acceptable. Si vous dépassez 30, en pratique, donc vous aurez des erreurs importantes de mesure de la vitesse. Théoriquement, il faut ne pas dépasser 60, mais en pratique, il ne faut ne pas dépasser 30. Donc l'estimation du débit volumique. Une approche du débit peut être faite à partir de la relation suivante, qui égale V au carré sur 4. D c'est le diamètre du vaisseau, V c'est la vitesse moyenne de le vaisseau. Cette relation fait intervenir le diamètre des vaisseaux et la mesure de la vitesse, dépend donc de la résonance spectrale de l'échographe et de l'angle θ. On comprend aisément les importantes marges d'erreur quant à la mesure du débit. Comme vous voyez ici dans le tableau suivant, comme on a déjà dit, optimisation de Doppler angle. C'est l'optimisation de l'angle de Doppler, θ. Plus vous utilisez angle grand, plus vous aurez une erreur importante. L'idéal, c'est d'avoir un angle égal à 0, mais n'est pas possible en pratique. Smallest angle possible. Il faut travailler avec un angle très petit. Not under our control. Mais il est difficile de l'utiliser par nos contrôles. Don't use angle supérieur à 60. Donc il ne faut pas utiliser des angles supérieurs à 60, car vous aurez une vitesse erronée importante. Surtout sur l'erreur de vitesse. Lorsque vous travaillez avec 82 degrés, donc vous n'aurez pas de signal Doppler. Le transducteur position donc permet d'obtenir des angles petits. Donc si on utilise des ultrasons systèmes différents, des échographes différents, ça permet de vous donner des différents résultats. Voilà ici un vaisseau. Voilà ici l'axe de tir. Voilà le volume de mesure. Ici le profil de vitesse. Ici les flèches indiquent les vitesses des particules à l'intérieur du vaisseau. Donc ici c'est un small simple volume lente. Ici c'est un volume de mesure qui est petit. Ici c'est un volume de mesure qui est grand. Voilà, ici on a terminé la première partie de l'exposé des différents modes Doppler, Doppler pulsé, Doppler continu, surtout le Doppler pulsé, ses intérêts et quelles sont les différentes modalités de l'utiliser, son importance. Dans le chapitre suivant, ça veut dire on doit parler de l'analyse du signal Doppler, ça veut dire résultat,
Lorsqu'on dit le signal de place, ça veut dire le résultat qu'on doit avoir soit sous forme de graphique, soit sous forme d'image en couleur qui permet de caractériser statiquement en vitesse ou bien en énergie. Et c'est l'objectif des prochains chapitres. Donc, je vous remercie pour votre attention et merci.